c'est l'humain. C'est quasiment que l'humain. Mais 2 types d'humains très précis. Le premier, ça va te paraître super évident, c'est le boomer qui est à la tête du truc et qui se dit on a fait ça depuis des décennies, il n'y a pas de raison que ça change, etc. Et le deuxième frein, c'est les moins de 30 ans. Le fameux digital native qui arrive avec son Mac sous la main, son environnement de travail précis, et je lui ai dit super, on te met un PC avec Google Suite. Il me dit vous avez pas Outlook? Comment je fais pour travailler? Il n'y a pas Word? Je dis non, on a une solution toute SaaS, extraordinaire, tu pourras travailler n'importe où. Ah oui, mais moi il me faut mon Mac avec le Microsoft Office. Sinon je suis mort. Bonjour et bienvenue sur Data Driven 101, le podcast qui s'intéresse aux applications concrètes et variées de l'intelligence artificielle et de la data. Je suis Marc Sanselme, spécialiste en IA, et je reçois chaque semaine des professionnels pour nous partager leurs expériences et leurs visions sans filtre. Aujourd'hui, je reçois Patrick Barabé, consultant et conférencier. Il a passé toute sa carrière à faire du conseil, de la vente, du marketing et de la direction de projet de solutions IT. Bonjour Patrick. Bonjour. Alors Patrick, est-ce que tu peux peut-être rapidement nous présenter ton parcours ? Rapidement non, mais je vais essayer de le faire. C'est jamais très évident de simplifier plusieurs décennies en très peu de temps. En fait, j'ai une devise qui est simple, que j'essaie de dupliquer, qui est j'ai fait faire et maintenant j'aide à faire. Ça résume un petit peu la totalité. Je suis rentré dans la vie professionnelle en tant que développeur, programmeur. À l'époque, il y avait 2 métiers, c'était programmeur et analyste. Et puis le chef de tous ces gens, donc 3 métiers dans l'informatique. Et puis je me suis aperçu rapidement que les informaticiens développeurs gagnaient beaucoup moins d'argent que les commerciaux qui les vendaient. Donc je me suis dit, il faut que tu deviennes vendeur de ça. Et donc j'ai commencé à vendre des solutions IT. Solutions hardware pour des grands comptes. Ça a très bien fonctionné. C'était l'époque, c'était une espèce de Far West où on gagnait énormément d'argent en vendant un simple ordinateur. Et puis un jour, je me suis aperçu que les gens qui étaient dans ce qu'on appelait à l'époque des SS2I, qui sont maintenant des ESN, arrivaient à vendre du service. Nous, on n'y arrivait pas. On en faisait cadeau, mais on n'arrivait pas à le vendre, le monétiser. C'était une complexité incroyable. Je me suis dit, je ne peux pas passer à côté de ça. Il va falloir que j'aille voir un petit peu comment ça se passe pour essayer de comprendre la mécanique. Je suis rentré là-dedans. J'y ai passé quelques années, je montais différents échelons, et je me suis aperçu qu'en fait, c'est pas mon truc. Ça a l'air bizarre comme ça, mais je me suis littéralement placé chez un de mes clients. Et c'est là que j'ai commencé une activité de direction de projet dans le secteur du retail, en l'occurrence. Et après, tout au long de ces années, je suis passé de la direction de projet IT à la communication marketing. Et depuis, je fais de la communication et du marketing. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui me plaît beaucoup. D'accord. Alors, indépendamment de tout ça, tu me parlais de ChatGPT et donc je me dis c'est intéressant de faire une parenthèse là-dessus. Tu es early adopter et on va dire homme d'expérience. Alors, je voulais un peu avoir le déroulé. En fait, comment t'en es arrivé déjà si tôt à utiliser 3-4 fois par jour ChatGPT et à quoi ça te sert aujourd'hui ? Alors, je suis un peu early adopter de tout depuis très 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 longtemps. L'IT, la technologie m'a toujours intéressé. Bon, je vais pas remonter à trop loin, mais vraiment, ça m'a toujours beaucoup intéressé. Alors, pourquoi ChatGPT ? Déjà parce que il y a très très longtemps, j'étais un fan de ce qu'on appelait les systèmes experts. Les systèmes experts, c'est je pose une question, j'ai une petite arborescence, l'ordinateur me répond, alors en texte, il n'y avait pas de voix, il n'y avait pas tout ça. Il me répond en texte, est-ce que c'est plutôt ça ou ça ? Je dis c'est ça, et hop, je finis par arriver à une conclusion ou à une réponse parmi des milliers de réponses grâce à une petite arborescence. Moi, j'étais fan de ces trucs-là, je me dis c'est génial. Et quand j'ai vu ChatGPT sortir, je me suis dit mais est-ce que ça serait pas un peu comme ça ? J'ai commencé à passer quelques heures dessus, puis quelques jours dessus. Et quand au bout un vendredi soir, j'ai dû m'arrêter le lundi matin avec vraiment des pauses purement techniques et physiologiques. Je me suis dit il y a quelque chose à creuser, il va falloir que tu étales ton temps d'utilisation de ChatGPT. Et c'est ce que j'ai fait. Alors, ChatGPT me sert à quoi ? Déjà, ChatGPT m'a servi à une chose exceptionnelle, c'est que j'ai tendance à faire des emails, à répondre à des emails de façon extrêmement lapidaire. On m'envoie un email de 15 lignes avec 3 bullet points, je réponds oui ou non. Donc, grâce à ChatGPT, j'ai pris les emails en question, je les ai collés dans ChatGPT, j'ai fait « donne-moi une réponse dans le style de toc et signifiant ça ». Et miracle, il m'a sorti un email qui était à peu près cohérent. Je l'ai corrigé à la marge, je l'ai recollé dedans. Et depuis, la plupart de mes interlocuteurs me disent « Patrick, c'est super, enfin, tu t'es mis
à envoyer des emails normaux. Génial. Et là, je me suis dit, je tiens quelque chose. Alors, je tiens quelque chose, quoi ? C'est simple. Je me suis dit, je vais commencer à poser des questions. On parle beaucoup de Google qui est en train de devenir un moteur de réponse et non plus un moteur de recherche, mais en fait, c'est le cas depuis maintenant quelques années. Google essaie vraiment de devenir un moteur de réponse et ChatGPT est un outil de réponse. On pose des questions à ChatGPT et il répond. Alors, j'ai commencé à dire à ChatGPT, est-ce que tu connais tel bouquin ? Il m'a dit oui. Je lui ai dit, résume-moi ce bouquin en 5 points. Il m'a résumé le bouquin en 5 points. J'ai dit, c'est génial. J'ai même plus besoin de me compliquer beaucoup la vie. Je suis abonné, moi, à à une solution qui s'appelle Cooper. Et Cooper, c'est des bouquins résumés. Donc, je lis énormément de choses depuis. Et quand je veux approfondir, je vais un peu plus loin. Mais très souvent, les ouvrages américains, c'est une idée, 4 exemples, développés en 2000 façons de le comprendre, parce que les Américains fonctionnent comme ça. Nous, c'est beaucoup moins le cas. Et donc ça m'a permis d'avancer. D'ailleurs, avant de venir ici, je me suis dit, la data, elle est là pour permettre à l'entreprise de croître, de faire des choses exceptionnelles, d'innover, d'être performante. Et j'ai posé la question à ChatGPT, je lui ai dit, quels sont les meilleurs bouquins sur la data dans ce sens-là ? Il m'en a sorti 5. J'ai dit, sors-moi les idées forces. Il m'a sorti les idées. J'ai dit, développe-moi chaque idée. Et j'en ai fait un petit ouvrage de 50 pages que vous allez pouvoir trouver et il est totalement gratuit, il est en téléchargement, c'est un PDF sur bit.ly/Data-Driven 101. Je vous invite à aller le consulter et vous verrez, le PDF est complet. Alors, j'ai pas du tout retouché, j'ai juste mis un faux titre, etc. Et ça a été fait en moins d'une demi-heure avec ChatGPT. Donc oui, vous ne connaissez pas un sujet, ChatGPT, c'est génial, vous l'apprenez. Alors, bémol, il peut sortir d'énormes bêtises. Il faut donc, quand on fait ce genre de choses, être un peu un expert d'un sujet donné ou connaître un peu le sujet. Sinon, on tombe dans des biais cognitifs importants comme le biais de confirmation ou le biais d'ancrage. Ça peut arriver très très vite. Donc, il faut être vigilant. Et maintenant, j'utilise pratiquement tout. J'utilise ChatGPT pour savoir quand je vais à Avignon, je sais pas où aller à Avignon. Il me sort les principaux lieux à visiter à Avignon. C'est extrêmement bateau pour les Avignonnais, pour ceux qui connaissent, pour celui qui n'a jamais mis les pieds. C'est un bon début, quoi. Ouais. Sur plein de sujets. En plus, moi, j'adore apprendre. Je suis extrêmement curieux. Donc, des fois, je me colle devant. Des fois, je suis dans le métro, je traîne un peu. Quand j'ai du réseau, je clique sur ChatGPT, je pose ma question, j'ai une réponse. Je trouve ça génial. Voilà. Est-ce que tu as, après ces quelques mois d'utilisation, des conseils sur comment l'utiliser efficacement, comment justement éviter ce qu'on appelle les hallucinations quand il raconte n'importe quoi ou bien qui botte en touche voilà. Est-ce qu'il y a une bonne façon de l'utiliser Alors, il botte en touche très souvent. Il faut savoir quand même que ChatGPT, pour ceux qui ne le savent pas, c'est quand même conçu et construit en Silicon Valley. Donc, on a tous les travers des Américains de la Silicon Valley où il faut être performant, punchy, sympa, gentil, n'agresser personne, ne pas dire du mal de quelqu'un. Donc, tout ça ressort de façon très importante dans ChatGPT. Et après, il y a énormément de tics de langage dans ChatGPT. Si vous lui posez 17 questions différentes, vous allez voir que les 17 textes que vous allez obtenir sont assez semblables. Donc, il va falloir beaucoup réécrire. Alors, on peut apprendre à ChatGPT à écrire selon son style. On prend le texte, on remet, moi j'ai choisi ça, on lui apprend petit à petit et il finit par écrire un petit peu comme vous écrivez. Ça évite de corriger trop, on corrige beaucoup moins. Moi, le principal conseil, c'est essayer. Il n'y en a pas d'autre. C'est essayer encore et quand vous avez suffisamment essayé, continuez à essayer. C'est vraiment de la curiosité. ChatGPT évolue régulièrement. Il apprend, je pense, alors je connais pas bien le modèle technologique, mais je pense qu'il apprend de l'intégralité de toutes les recherches qui se font dans le monde et de toute la mécanique de recherche et de demande qui existe. Et donc, à ce titre-là, le ChatGPT d'il y a 6 mois, alors c'est peut-être aussi un biais, c'est parce que je l'ai éduqué, mais je l'ai regardé avec d'autres comptes et le ChatGPT d'il y a quelques mois n'est plus le même que le ChatGPT de maintenant. Et là, je ne parle que de la version gratuite. Je prends très rarement les versions payantes d'un outil pour pouvoir justement en parler au plus grand nombre possible. Tout le monde n'est pas prêt forcément à mettre quelques dizaines d'euros sur la table pour avoir un service plus performant dont on n'est pas encore capable de mesurer le gap. Voilà. Donc, déjà apprendre. Ensuite, il faut absolument pas hésiter à regarder tous les gens qui parlent de ChatGPT. Vous allez sur LinkedIn, vous allez sur Facebook, vous allez ailleurs. Il y a des tas de gens qui vous disent voici les 10 meilleurs prompts, parce qu'on appelle prompt le petit texte que l'on tape pour avoir l'information qui arrive derrière. Donc, c'est la question, c'est la formulation. Ça s'appelle un prompt. Et il y a des tas de gens qui vous font des visuels sur les 10 meilleurs prompts, les 100 meilleurs prompts, pour ci, pour ça. Utilisez-les, voyez ce que ça donne. Rien n'est acheté. La seule chose que je suggère, c'est de surtout ne pas payer pour ça. Contentez-vous déjà de ce qu'on vous propose
et après faites vos propres tests. Et tôt ou tard, il faut absolument pas hésiter à tester, à essayer. Quelqu'un a une brillante idée, vous essayez pour voir ce que ça donne. Et dans les prompts que vous allez lire, il y en a qui vont vous paraître pertinents pour votre usage personnel, pour votre usage professionnel. Dans ce cas-là, vous les stockez. Vous faites une petite liste des prompts les plus pertinents. Et tôt ou tard, vous allez être amené à pouvoir publier cette liste de prompts, comme les autres l'ont fait, simplement parce que déjà, statistiquement, il y a très peu de gens qui publient sur les réseaux sociaux. Donc, n'hésitez absolument pas. Au royaume des aveugles, les borgnes sont rois. D'accord, alors, donc... ton expertise, la dernière peut-être, c'est le retail, 15 ans de retail. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu du parcours déjà dans un premier temps Alors le retail, j'y suis entré pour mettre en place des projets IT. Les projets IT que j'ai mis en place dans le retail, c'était déjà la gestion unitaire. Alors, gestion unitaire, ça parle à très peu de monde, mais la gestion unitaire, c'est très simple à expliquer. Sur chaque produit que vous achetez, il y a un code barre. Quand vous passez ce code barre en caisse, le produit sort du stock et la valeur du produit, par exemple une bouteille d'eau à 1,50 €, sort du stock en valeur vente et vous rentrez dans votre chiffre d'affaires 1,50 €. Donc quand vous regardez vos tableaux à la fin de la journée, vous savez qu'il y a eu 200 bouteilles d'eau de 1,5 litre de la marque Oops qui est sortie. Alors, ça, c'est magique. Avant ça, il y avait ce qu'on appelait une gestion au rayon. Donc vous sortiez l'équivalent de 1,50 € du rayon eau. Vous ne saviez pas si c'était 2 petites bouteilles, une grande, de la pétillante, de l'eau gazeuse et tout. Impossible. Donc il fallait faire du réassort régulier, il fallait regarder dans les rayons ce qui se passait. Et l'expertise, elle était vraiment du côté de l'ancien. Le vieux dans la boîte, il savait en regardant le rayon ce qui lui manquait. Il passait avec son listing, il cochait, il rajoutait. La gestion unitaire, c'est la possibilité de tout faire passer à l'unité. Ce que vous connaissez actuellement dans les magasins n'existait pas il y a 5, 10, 15, 20 ans dans les entreprises. C'est très nouveau en fait. Donc j'ai mis en place cette gestion unitaire, ce qui a été un changement fondamental au niveau des équipes et du management parce que d'un coup le sachant, ça pouvait être le stagiaire qui maîtrisait un peu plus l'informatique que le directeur de magasin qui avait 30 ans d'expérience. Ça a été une révolution. Et surtout, on avait en temps réel le chiffre d'affaires, la marge de chaque rayon, sous-rayon, bout d'étagère précis sur un sujet donné. Ça a révolutionné le monde de l'information et de la donnée dans le retail. Alors, dit comme ça, on se dit, oui, c'est magique. Ils ont de la data, ils vont pouvoir l'utiliser. Bah, pas du tout, en fait. Je me suis aperçu 4 ans après, quand ce projet s'est terminé et que j'ai attaqué un autre projet, j'ai eu besoin de faire de la simulation, parce que j'ai vu des solutions qui arrivaient de prédictivité de vente, en me disant, si je vends ça, qu'est-ce que je pourrais vendre avec pour pouvoir gagner de l'argent et est-ce qu'il y a des gens qui achètent en même temps que ça quelque chose d'autre? Et j'ai demandé à l'IT de me sortir 1 an de vente pour coller ça dans un POC, un Proof of Concept, et leur demander de pouvoir montrer que la prédictivité existait. Ils ont été infoutus de me le sortir 5 ans après. Mais vraiment, totalement. Impossible de sortir cette information. Je me suis aperçu qu'en fait, on avait de la data, on n'avait pas prévu de l'exploiter, si ce n'est au quotidien pour voir des petites stats qui montent et qui descendent, mais qu'on n'a jamais exploité ça derrière. Et ça, c'est un vrai sujet du retail parce que c'est pas uniquement dans l'entreprise dans laquelle j'ai mis ça en place, c'est dans la plupart des autres entreprises quand j'ai discuté avec mes confrères et mes collègues des autres structures de retail. Je donne un exemple simple de ce à quoi peut servir la prédictivité. Quand vous achetez un barbecue, dans un magasin qui vend des barbecues, en général, à côté du barbecue, il y a le charbon de bois. Alors ça paraît frapper au coin du bon sens, mais en théorie, à côté du barbecue, il devrait y avoir d'autres barbecues, éventuellement des pinces, des outils, des accessoires, mais pas du charbon de bois. Le charbon de bois, il doit se retrouver avec le reste, les combustibles, les machins, loin ailleurs dans le rayon. Donc le fait de vendre du charbon de bois à côté du barbecue fait que quand le gars achète un barbecue, il achète son charbon de bois en même temps. C'est frappé au coin du bon sens. C'est la vente additionnelle. Mais la vente additionnelle, c'est quelque chose qui dépend de la data. On ne sait pas spontanément ce que les gens achètent en même temps, sauf si on a d'énormes quantités de données qu'on peut analyser. J'avais pris aussi un autre exemple un peu idiot, mais mesdames, vous envoyez votre mari acheter des couches pour bébé au supermarché, il va passer acheter des couches pour bébé. Si vous avez la brillante idée de coller à côté des couches pour bébé des packs de bière, il va se dire, après tout, je suis là, je vais quand même prendre un pack de bière. Et il va passer prendre le pack de bière. Ce qu'il n'aurait pas fait parce qu'il n'avait pas dans sa liste de courses, parce qu'il est pressé, le temps d'aller à la bière et surtout le temps de justifier qu'il est allé traîner là-bas alors qu'il a déjà 5 minutes de retard en revenant. Là, il va dire, attends, c'était à côté. Et elle pourra même le vérifier après. Ça, c'est de la vente additionnelle simple. Et comment on s'en aperçoit? Parce qu'on s'aperçoit qu'il y a pas mal de gars qui achètent des packs de bière et des couches en même temps. C'est abstrait ce que je dis, hein. C'est pas forcément une réalité, mais c'est pour expliquer un petit peu ce que peut être la vente additionnelle par traitement de la data. On s'aperçoit d'une chose, on se dit, OK, ça fonctionne comme ça. Les gens qui sont très forts là-dessus, c'est le e-commerce.
je crois que c'est LDLC, qui à une époque vendait des produits et proposait, vous achetiez un micro-ordinateur en ligne, par exemple, ou un PC ou un PC portable, et en face, il vous proposait tout de suite soit une souris supplémentaire, soit un disque dur supplémentaire, un disque dur externe. Il tentait. Il vous envoyait les deux. Il prenait sur 100 personnes qui achetaient ce produit-là, 50 voyaient la publicité pour le disque dur, 50 voyaient la publicité pour la souris. Si le disque dur se vendait plus que la souris, hop, d'un coup, c'était plus 50, mais 100 qui ont basculé sur le disque dur. Ça, ils le font en temps réel. Donc, ils ont une longueur d'avance et ils sont dans le futur, ces gens-là. Ouais. Alors, quand je vous le dis comme ça a l'air extrêmement simple. Mais en fait, non. Ce qu'il faut réaliser, c'est que le retail traditionnel, le mortar, il est à des années-lumière du clic. Déjà parce qu'il y a des gens qui sont des humains derrière. Quand tu vois que les contrôleurs de gestion pilotent quasiment tout au millimètre, qui pilotent les directions des magasins, que les magasins sont encore des gens qui sont prioritaires en matière de business, on s'aperçoit qu'il y a un vrai gap entre le traitement de la donnée au niveau siège, IT, qui pourrait se faire avec le marketing en amont, le marketing en aval, le marketing produit, marketing client, et la réalité du terrain magasin, il y a encore une vraie dichotomie. Il y a beaucoup de structures qui voient le e-commerce comme étant un truc un peu perché, alors que ce n'est qu'un nouveau type de magasin et qu'il faudrait le traiter comme tel. Et que les magasins mortars et les magasins clics s'enrichissent les uns des autres de leur mode de fonctionnement. Dans ce retail brick and mortar, justement, qu'est-ce qui est un frein au développement de solutions, comme tu dis, prédictives, de recommandations de produits pour faire de la vente additionnelle? Qu'est-ce qui les freine? C'est l'humain. C'est quasiment que l'humain. Mais deux types d'humains très précis. Okay. Le premier, ça va te paraître super évident, c'est le boomer qui est à la tête du truc et qui se dit on a fait ça depuis des décennies, il n'y a pas de raison que ça change, etc. Pourquoi lui? Parce qu'il est arrivé au poste où il est, parce qu'il a suivi les règles, parce qu'il a suivi la mécanique. Donc il est arrivé, il est directeur commercial, il est directeur des ventes, il est directeur du réseau, et puis au-dessus de lui, il a un dirigeant, il a souvent un actionnaire qui lui-même est un gars qui a une vision extrêmement traditionnelle de la façon dont doit fonctionner le retail. C'est des gens dans des magasins, leur mettre une tablette entre les mains, déjà c'est une révolution. Moi je me rappelle l'arrivée d'Internet dans les magasins, tout le monde a freiné les cas de fer parce qu'on s'est dit on va pas leur mettre, ils vont pas s'amuser sur Internet alors qu'ils ont du vrai boulot à faire. Maintenant, si on coupait Internet dans les magasins de retail, il y aurait une révolution. Les gens s'arrêteraient de fonctionner tout bêtement. Le retail s'arrêterait de tourner. Mais le passage a mis des années. Moi, j'ai connu un actionnaire qui a quand même appelé le patron d'IT pour lui dire « T'as mis un intranet en place, tu me l'arrêtes immédiatement. » Et il a fallu faire un on-off pour arrêter 3 jours de discussion pour lui expliquer à quoi servait l'intranet et qui réalise que, non, ces salariés n'allaient pas s'amuser à regarder des chats mignons en ligne, ou écouter de la musique ou regarder des films, mais bien travailler. Et je vous parle de ça il n'y a même pas 10 ans. On ne parle pas d'il y a 30 ans. Ça n'a même pas 10 ans. Donc, il y a ce premier frein qui est un frein culturel et puis surtout un frein c'est des personnes qui ne sont pas des innovants. Ce n'est pas des innovants, ce n'est pas des innovateurs. Ce sont des gens qui ont suivi un chemin qu'on leur a tracé en disant « tu veux arriver là, c'est bon ». Les innovateurs, ils ne sont pas souvent à ces strates-là. Et le deuxième frein, c'est les moins de 30 ans. J'ai même le moins de 35 ans. Le frein, il est monstrueux. Alors, dit comme ça, il n'y a que les vieux patrons de l'IT qui vont me dire « Ah, enfin, il y a un gars qui nous écoute et qui est d'accord avec ça. J'ai du mal à faire passer le message. » Et si je vous dis ça, c'est parce que moi, je l'ai vécu. Je l'ai vécu quand j'ai mis en place la Google Suite dans un grand groupe de retail et que j'ai fait des interventions chez Google. J'avais les patrons de l'IT qui étaient là, des vieux bonhommes qui venaient et qui me disaient « Mais venez expliquer ça à mon patron. Moi, j'arrive pas, il me croit pas, il pense que je fais de la résistance et tout. » Mais en fait, le moins de 35 ans, même moins de 30 ans à l'époque, mais moins de 35 maintenant, parce que c'était il y a 5 ans, c'est un gars qui a été formé dans un environnement IT très précis. C'est un digital native, mais un digital native de son digital native à lui. Le meilleur exemple, pour donner un peu de contexte à ça, c'est les médias sociaux. Si vous avez un gamin qui a 25 ans, un qui en a 20 et un qui en a 15, vous allez voir qu'ils n'utilisent absolument pas du tout les mêmes outils, qu'ils ne communiquent pas entre eux, et que pour communiquer entre eux, ils se voient, ils se parlent. Au pire, ils utilisent un outil commun qui est un petit peu moyen pour les deux, mais entre celui qui utilise Insta, celui qui utilise Snap, celui qui utilise TikTok, celui qui utilise Discord, celui qui utilise et d'autres outils, ils n'utilisent pas les mêmes outils. Et moi, j'ai vu arriver en entreprise des jeunes qui me disaient... le fameux digital native qui arrive avec son Mac sous la main, son environnement de travail précis, et je lui ai dit, super, on te met un PC avec Google Suite. Il me dit, vous n'avez pas Outlook? Comment je fais pour travailler? Il n'y a pas Word?
Je dis, ben non, on a une solution toute SaaS, extraordinaire, tu pourras travailler n'importe où. Ah oui, mais non, moi, il me faut mon Mac avec le Microsoft Office. Sinon, je suis mort. Et le gars de 40 balais dans l'entreprise, je ne parle pas du patron, là, je parle de l'utilisateur, c'est là où j'ai le moins de résistance. 45 et plus, c'est les gars, quand j'avais le plan de formation, je les réunissais et je leur disais, alors les gars, on vous met en place la Google Suite. Qui veut être formé là-dessus et comment on s'organise? Tous les plus de 45 ans, à part les 2-3 réfractaires qui ont encore des téléphones à clapper et qui n'avaient pas de smartphone, mais la plupart m'ont répondu la même chose, c'est, écoute, on teste, on voit, si on a besoin, on vient de voir. Entre parenthèses, on n'est pas plus con que les jeunes, on va y arriver. Parce que ça fait quand même 40 ans qu'ils font ça. Ils sont passés du papier, du manifold, pour ceux qui savent ce qu'est un manifold, à l'informatique toute moche en texte, à Windows et à des environnements extrêmement graphiques. Et puis maintenant, à des solutions en SaaS, sur des plateformes, en PaaS, etc. Donc, ces gens-là se sont adaptés. Ils n'ont pas eu le choix. Les jeunes qui ont connu un environnement précis, ils ne veulent pas s'adapter. Mais ce qui est humain, c'est pas un problème de jeunes, c'est humain. Ils résistent et ils ont raison de résister. Donc, on se retrouve avec 2 types de résistance dans l'adoption des solutions dont tu parlais tout à l'heure. C'est les vieux à des postes de responsabilité parce que s'ils avaient été un peu innovants, un peu funky, etc., ils n'auraient jamais pu monter jusque-là parce qu'on ne fait monter là-dedans que des gens qui ont un mindset très précis. Et les jeunes qui arrivent en entreprise, et ils sont de plus en plus nombreux parce qu'on a tendance à se débarrasser des seniors. Et dans certaines structures, notamment dans l'IT, les seniors, ça démarre à 45 balais, voire même moins pour les femmes, et à les remplacer par des jeunes, donc des générations X, Y, Z, qui sont de moins en moins appétentes pour l'évolution rapide des technologies. Voilà. Donc, on voit que tu es vulgarisateur dans le domaine de la conférence en particulier. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu dois toujours répéter et qui, pour toi, sera une évidence dans 10 à 20 ans? Alors, il doit y avoir un bout de vidéo qui traîne sur Internet. On m'avait posé la question il y a quelques années sur une péniche au bord de la Seine. Qu'est-ce que tu penses qui sera très important dans 1 an, 2 ans ou 3 ans? Et j'avais répondu la personnalisation. Et c'est toujours valable, c'est toujours le cas, ça sera toujours le cas. On va vers de plus en plus de personnalisation à tous les niveaux, en matière de services, en matière de produits, en matière de tout. Je vais prendre des exemples simples, mais il est très rare que vous achetiez une voiture stock. Les gens veulent toujours un petit truc supplémentaire. Enfin, bon, ces 2 dernières années, c'est compliqué parce qu'il n'y a pas de stock physique, il faut attendre 2 ans pour avoir des voitures. Mais si on prend un petit peu en arrière, regardez même les Tesla qui sont des voitures qui sont full option, activées ou non. Il y a des gens qui activent ou qui n'activent pas. Porsche, qui est l'un des constructeurs, qui est le constructeur le plus rentable au monde, a priori. Il n'y a pas une Porsche qui sort client qui ressemble à une autre Porsche client. Elles sont toutes personnalisées. Vous arrivez dans le prêt-à-porter, de plus en plus, les gens achètent. Alors, les gens qui ont peu de moyens achètent des produits de fast fashion. Mais pourquoi la fast fashion fonctionne? Parce que ils ont très rapidement un produit que le voisin n'a pas. Ça leur donne l'illusion de la personnalisation. Il y a quelques années, un grand chausseur, un fabricant de souliers extraordinaire qui s'appelle Berluti, avait commencé à tatouer les chaussures. Pourquoi? Parce que vous n'aviez plus le même Richelieu que le gars d'à côté. Vous aviez un tatouage différent. Ça coûtait beaucoup plus cher. Déjà, une paire de Berluti, ça coûte un bras, presque un SMIC. Donc, on avait ça. Et ça, c'est une tendance qui est passée du très haut luxe au luxe, du luxe au prêt-à-porter abordable, et c'est en train de descendre. Les gens veulent de plus en plus de personnalisation. Et ça, quel que soit le secteur d'activité. Donc, dans tout ce que je fais, parce que toutes les conférences que je fais sont en général orientées autour de comment être meilleur, plus performant, gagner plus de sous, etc. Parce que sinon, les gens ne se déplacent pas. Hein. Si je raconte ma vie, moi, je ne suis pas un stand-upper, donc ça n'intéresse personne. Eh bien, je glisse toujours ça à l'intérieur. Personnaliser. Et pour personnaliser, il n'y a pas 36 solutions. Il faut de la data. Il faut savoir à qui on s'adresse. Il faut que, au bout de quelques secondes, voire quelques minutes de navigation sur un site internet, on identifie assez rapidement le type de profil dans lequel on va pouvoir vous ranger pour vous proposer à vous, Parisiens, Français, classe moyenne, le t-shirt de couleur un peu funky qui va vous correspondre avec le petit motif sympa qui n'est pas présent forcément tout de suite dans le catalogue. Et il se trouve que ça va être le même que un gars qui ne fait pas forcément la même chose que vous, mais qui est en Alabama et qui est fonctionnaire, mais qui a eu à peu près le même comportement que vous au départ. Donc le reste,
on est capable de le prédire. Si vous avez le même type de comportement et que ça continue, on sait que vous allez aimer ce truc-là parce que le gars en question, il l'a aimé. Et ça, c'est la personnalisation. Ça, c'est en prédictivité, personnalisation. Et il y a des sites qui marchent très bien. Vous avez des sites de t-shirts où vous pouvez acheter un t-shirt avec un modèle dessus. Il y a de plus en plus de gens qui utilisent des outils comme Vistaprint, par exemple, pour imprimer leur propre t-shirt avec leur propre visuel dessus, leur propre texte, simplement parce qu'ils sont les seuls à l'avoir et parce qu'eux trouvent ça rigolo. Ce qu'ils ne réalisent pas, c'est que sur une mécanique de longue traîne, alors je vous invite à lire un livre sur la longue traîne, mais sur une mécanique de longue traîne, là où vous pensez que vous êtes le seul parmi vos 100 potes ou 100 copains ou copines à apprécier ce genre de produit, sur le monde entier, vous êtes des dizaines de milliers. Donc il y a potentiellement un business à monter. Donc ce qu'il faut se dire, c'est que la personnalisation va être la clé absolue dans les années à venir de tout. Alors, dans le domaine de l'IT, de l'intégration, la gestion de projet IT, il y a un domaine que tu maîtrises qui est le Shadow IT. Alors, peut-être, je peux déjà te laisser la main pour nous définir ce que c'est que le Shadow IT. Alors, le Shadow IT, là, il y a plein de définitions sur le web. Je vous invite à taper Shadow IT. Il y a des gens qui vont mieux en parler que moi, mais ma version de la définition de Shadow IT, c'est en gros... Déjà, il faut définir ce qu'est l'IT. L'IT, c'est tout ce qui est le système d'information de l'entreprise. L'entreprise a décidé que vous allez travailler sur le pack office dans un environnement Microsoft, Windows, sur des PC, en utilisant SAP, un logiciel de gestion de paye ou un tel, etc., etc. Ça, c'est l'IT de l'entreprise. Et à un moment donné, il y a un truc qui vous manque. Un logiciel de traitement d'image. Alors, vous allez faire une demande interne. On va vous dire, OK, le produit qui a été agréé, c'est Photoshop. Photoshop, ça coûte tant de centaines d'euros par mois ou par an. Il faut que tu fasses une demande à ton supérieur hiérarchique, etc., etc. Le problème, c'est que vous avez un livrable sur 3 jours et que le processus de demande et de validation, il dure 10 jours. Ouais. Quand c'est accepté. Donc, à un moment donné, vous vous dites, je vais me débrouiller tout seul. D'ailleurs, on vous dit fortement, débrouille-toi tout seul, ou je veux pas le savoir, ou il faut que tu me rendes ce truc. En gros, démerde-toi. Ouais. Le Shadow IT, c'est le syndrome démerde-toi. Voilà. Ça veut dire que la personne va trouver une solution par elle-même, une solution informatique, parce qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui vont développer un logiciel de traitement de dessin sur un coin de table. Donc, ils vont chercher une solution. Ils vont chercher une solution pour gérer des budgets. Ils vont chercher une solution pour sortir des statistiques. Ils vont chercher une solution pour faire des jolis camemberts, etc. plus rapidement que ne le fait un PowerPoint et de façon plus jolie et plus automatique. Puis maintenant, vous avez même de l'IA. Vous injectez un texte, un thème, il vous sort 50 slides derrière. Pourquoi je me foulerais? Puisque ça existe déjà. Pourquoi je m'embêterais avec un truc super compliqué? Et ça, c'est ce qu'on appelle le Shadow IT. En fait, Shadow IT, c'est l'informatique invisible par la structure informatique de l'entreprise. Tout ce que le patron de l'informatique de l'entreprise ne voit pas en matière d'informatique, c'est le Shadow IT. C'est dans l'ombre. Il ne sait pas ce qui se passe. Et le Shadow IT, c'est monstrueux. Et vous avez beau mettre tous les bridages que vous voulez, il y en aura toujours. Le nombre d'entreprises, et là, je veux bien que les gens qui nous écoutent mettent un petit commentaire, si besoin, sur non, chez moi, personne n'utilise WhatsApp pour communiquer de façon professionnelle. Si on en a beaucoup, c'est miraculeux. Très rapidement, vous avez beau avoir Teams, vous avez beau avoir tout ce que vous voulez. WhatsApp, il est partout. On le bride sur les téléphones pro, pas de problème. Si on a vraiment besoin de bosser, dans l'équipe, on va l'utiliser sur le téléphone perso. Il faut vraiment être vigilant sur la porosité qu'il y a et qui existe et qui est imparable entre l'usage d'outils personnels et l'usage d'outils professionnels en entreprise. Et le Shadow IT, surtout, a basculé il y a quelques années quand l'informatique personnelle est devenue plus performante à moindre coût que l'informatique professionnelle. Jusqu'à il y a à peu près 6-7 ans, la technologie, la performance, elle était en entreprise. Il y avait des gros ordinateurs, il y avait du traitement rapide, il y avait des écrans incroyables et tout. Et quand on arrivait à la maison, c'était pas en noir et blanc et à galène, mais pas loin. Les imprimantes étaient moches, c'était fragile et tout. Maintenant, vous avez chez vous des imprimantes 3D à des coûts raisonnables, vous avez des écrans monstrueux qui coûtent une centaine d'euros, vous pouvez avoir un écran extraordinaire alors que l'entreprise vous colle un truc tout petit, tout moche à 10 euros. Vous avez des ordinateurs 3 à 4 fois plus puissants quand vous l'achetez pour vous plutôt que l'ordinateur de l'entreprise qui a des contraintes techniques extrêmement lourdes. En gros, vous roulez dans une BMW quand vous êtes à la maison et on vous donne une Clio commerciale au bureau. Mais c'est vraiment de cet ordre-là. Ce qui fait que beaucoup de gens, et alors ça a accéléré avec le télétravail, ont du mal à travailler sur leur environnement de travail professionnel, simplement parce qu'il est lent, peu performant, et qu'on leur demande de la performance et de la rapidité.
Et alors, du coup, qu'est-ce qu'on peut faire quand on est responsable de l'IT, quand on est dirigeant? Comment on fait pour que dans une entreprise, les gens utilisent les bons outils au sens de n'enfreignent pas les contraintes de confidentialité, les contraintes de sécurité importantes de l'entreprise? Déjà, il faut bien être conscient quand on est patron de l'IT, mais même quand on est patron tout court ou quand on est dirigeant ou manager, que le plus gros problème de sécurité de l'informatique se situe entre le clavier et le dossier du siège. En gros, c'est le bonhomme, quoi. Le bonhomme ou la bonne femme. La principale source de problème en matière de sécurité, elle est là. Elle n'est pas ailleurs. La première chose à faire, c'est expliquer aux gens quels sont les risques et quels sont les problèmes. Ça n'est pas acquis. Et c'est pas parce que vous avez demandé, parce que la DRH, en recrutant une personne, a demandé est-ce que vous maîtrisez le pack office, elle a coché la case oui, que vous êtes sûr qu'il comprend même ce qu'il fait au quotidien sur l'informatique. Ce sont des domaines d'activité qui ne sont pas enseignés à l'école, qui ne sont pas enseignés dans la vie courante. On part du principe que vous vous débrouillez dessus. C'est faux. Il y a un outil extraordinaire qui s'appelle le PCIe qui permet de mesurer les compétences de façon très académique d'une personne sur les outils bureautiques. On va vous demander la copie de votre bac, la copie du diplôme que vous avez obtenu ou des diplômes que vous avez obtenus, même la mention si vous l'avez, même quand vous avez 45 ans, on vous demandera jamais une certification Voltaire. C'est en gros savoir si vous êtes capable d'écrire correctement alors que vous êtes censé pondre des rapports. Et pareil, le degré, le niveau de vos compétences en matière de bureautique. Et on le demande pas. Simplement, il y a des gens qui ne l'ont pas. Vous demandez à des salariés quel navigateur tu utilises, ils connaissent même pas le mot. Il y a un vrai sujet là-dessus, une véritable éducation. Donc déjà, il faudrait trouver un système qui fait qu'on vérifie la compétence d'un collaborateur donné en matière de sécurité. Et s'il n'a pas cette compétence, on lui enseigne. On lui dit de ne pas montrer son PC dans le train, on lui explique pourquoi, on lui donne des cas, et qu'après, s'il fait les choses, il les fait en connaissance de cause. Qu'il y ait une vraie volonté de nuire, parce qu'ils sont a priori, les salariés ont une vraie volonté de travailler correctement. Mais si on leur dit pas comment travailler correctement, ça va le faire. Donc les patrons de l'IT, avec la DRH, ont un vrai rôle de pédagogie qui n'est absolument pas présent dans les entreprises actuellement. Après, moi, ce que j'ai souvent suggéré aux patrons de l'IT, c'est d'avoir une division Shadow IT. C'est une division qui est entre la demande de l'utilisateur d'obtenir un résultat immédiat et la demande de l'entreprise de travailler sur des projets à long terme, structurants et d'urbaniser le système d'information. C'est pas d'un coup il y a une frontière et on bascule du côté obscur. C'est qu'à un moment donné, il faut créer sa propre zone grise. En disant, urbaniser, qu'est-ce que... Urbaniser un système d'information, ouais. C'est très simple. Pour ceux qui connaissent l'histoire, le baron Haussmann à Paris, il a rasé des quartiers entiers de Paris qui étaient presque des bidonvilles au regard de ce que l'on vit maintenant, et il en a fait des grandes allées magnifiques. Vous avez les Champs-Élysées, vous avez l'avenue Foch, vous avez toutes ces allées et puis tous ces immeubles haussmanniens extraordinaires. En fait, c'est passé par je rase et je reconstruis proprement des beaux trucs dans lesquels les gens vont bien vivre et avec des appartements sympas, etc., et pas des bidonvilles moches ou des hôtels particuliers sombres et pas terribles. L'urbanisation d'un système d'information, c'est la même chose. D'ailleurs, souvent, le vocabulaire de l'IT, en matière de métier, se rapproche beaucoup du vocabulaire du bâtiment. On parle de flux en IT, on parle de flux en urbanisme. On parle d'urbanisation parce que c'est la même chose. En gros, vous prenez tous les vieux logiciels tout pourris que vous avez dans tous les sens, qui existent depuis des années et des années, la vieille compta qu'on utilise encore pour gérer la trésorerie, etc. Et on se dit... Tout ça, on va le rassembler dans un nouvel outil tout propre qui va intégrer tout l'acquis, ce qu'on appelle le legacy en informatique, tout ce qu'il y avait avant, pour en faire quelque chose de correct sur lequel tout le monde va travailler. Un truc un peu moderne. Mais faire ça, c'est des années de travail. C'est pas des mois, c'est des années de travail. Et en attendant, il faut bien faire tourner la boutique. Donc, les gens utilisent un petit logiciel par-ci, un petit logiciel par-là. Donc, pour avoir un système d'informatique cohérent et moderne, c'est des années de mise à jour, de mise à jour, de mise à jour. C'est un cercle sans fin, parce qu'il y a toujours des nouvelles technologies, toujours des nouvelles normes, des nouvelles lois. L'aspect légal est très important dans l'IT. Il faut que ce soit RGPD, il faut que ce soit conforme aux normes fiscales françaises, européennes, internationales, pour que tout fonctionne. Si votre entreprise travaille à l'étranger, il faut que ce soit conforme avec les normes américaines. Donc, il faut que la comptabilité, la trésorerie, la gestion commerciale, les ventes, la gestion des ressources humaines, tout ça soit conforme. Donc, c'est des chantiers longs, permanents, complexes, etc. Mais en attendant,
Il faut produire, il faut sortir du livrable. Le marketing doit sortir des visuels, les ventes doivent sortir des camemberts, et puis surtout vendre les produits. Les achats doivent acheter des produits et rentrer ça dans des tableaux que tout le monde puisse comprendre, aussi bien le marketing que les ventes et le reste. On ne peut pas attendre indéfiniment que l'IT sorte un truc qui soit une magnifique cathédrale, quoi. Eux, ils construisent des villes, l'IT construit des villes. Nous, on a besoin d'une bicoque au fond du jardin pour pouvoir héberger le matériel de jardin, quoi. Donc, je pense que le patron de l'IT doit créer une zone grise qui va appeler Shadow IT officiel, corporate machin, dans lequel il va mettre tous les outils qu'il a plus ou moins vérifiés, qui sont à peu près sécurisés, avec les bonnes pratiques qui vont bien pour éviter que ça déborde, qui permettent à l'opérationnel de fonctionner tout de suite, en lui disant, voilà, je te mets Canva ou Canva pour traiter tes images rapidement sur ton PC, sur ton portable et sur ton Mac, mais sache qu'un jour, il faudra faire quand même la demande de Photoshop, avec la demande de formation si tu ne connais pas, ou éventuellement la demande de temps homme qui va être alloué par la structure qui gère Photoshop pour que tu puisses fonctionner. Fais Canva tout de suite, mais promets-moi que tu vas basculer sur Photoshop à moyen ou long terme. Je te résous ton problème, mais derrière, tu sais qu'il y a une contrainte et une règle. C'est du donnant-donnant. Tu communiques beaucoup sur les réseaux sociaux, on dirait. Tu as une certaine expertise dans ce domaine. Ça, on sort un petit peu du sujet de la data, mais ça intéressera sans doute pas mal de gens. Tu as commencé à faire du social selling avant tout le monde, hein, vendre à travers les réseaux sociaux. Est-ce que tu peux nous donner tes conseils Moi, mes conseils sont toujours les mêmes et ils sont simples. La mécanique de vente ou de promotion de produits ou d'articles au travers des réseaux sociaux, elle doit se faire en meute. Il n'y a que ça qui fonctionne. Comment on fait? Très simplement. Une entreprise, pour vendre un produit, elle passe par son service commercial. Donc, il y a des vendeurs qui vont taper à la porte, physique ou virtuelle, c'est toujours la même chose, hein, d'un client ou d'un prospect, en lui disant « J'ai un super produit, vous devriez l'acheter chez moi ». Les plus mauvais disent « Mon produit est meilleur que celui du concurrent ». Les meilleurs disent « Mon produit répond à votre point de douleur qui est là ». Voilà. Mais pour ça, il faut être en contact avec le client. Il faut arriver à lui présenter la solution, etc. Et le client ne se méfie jamais plus que d'un vendeur. Qu'on l'appelle commercial, ingénieur d'affaires, ingénieur commercial, ingénieur grand compte, qu'on met des trucs devant et tout, ça reste un business développeur. Les fameux business développeurs, ça reste des vendeurs. Donc, quand on voit un vendeur arriver, on dit « Ouh, méfiance, il va me prendre du temps, il va me prendre de l'argent, c'est pas bon, j'en ai pas besoin, si j'en avais besoin, je l'aurais appelé, etc. » Tout ça est faux, bien sûr, parce qu'on n'appelle pas les vendeurs quand on a besoin, on appelle... Souvent, on voit un truc passer, on se dit « Ça serait bien, je l'achète. » Pas bon, pas structuré pour une entreprise, il faut travailler en amont. Donc, c'est vrai que c'est important pour un vendeur d'être en contact avec son client. Souvent, les portes sont fermées. Alors, on avait mis en place à l'époque, quand on avait écrit Business Social Networking avec un ami qui s'appelle Eric Hirschkant, qui s'appelle toujours Eric Hirschkant d'ailleurs, on avait un peu modélisé tout ça, c'était comment utiliser de façon professionnelle les réseaux sociaux. Ça s'appelle maintenant le social selling. Mais ce qu'on avait mis en place était extrêmement simple, mais c'est comme toute chose extrêmement simple, c'est toujours très compliqué à mettre en œuvre en entreprise. Et c'est quelque chose dont j'entends très très peu parler. Très peu de gens fonctionnent comme ça. Et très honnêtement, ce que je vais vous dire là, ça va avoir l'air frappé au coin du bon sens et beaucoup de gens vont certainement se dire en l'écoutant, mais pourquoi on ne fait pas ça? Essayez de le mettre en œuvre et vous comprendrez pourquoi on ne fait pas ça. Parce que c'est un peu compliqué. Ça s'appuie sur deux choses. D'une part, le social selling tel qu'on le connaît actuellement. Je fais la promotion de mon produit, j'attaque des millions de personnes, je leur envoie des trucs en direct sur LinkedIn, je note des trucs sur leur page Facebook, je leur envoie des infos par leur site web, je les appelle, je leur envoie des mails, des newsletters, enfin, bref. Et de l'autre côté, l'employé advocacy. L'employé advocacy, c'est mes employés, ce sont les avocats de la performance, de la qualité des produits de l'entreprise et du reste. Au travers des réseaux sociaux. Si vous avez aimé et que vous voulez nous soutenir, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager. Wow, chez moi, c'est magique. Ça existe, mais uniquement dans le retail et au niveau magasin. Les gens d'un magasin adorent parler de leur magasin parce qu'ils sont très fiers de leur équipe, de ce qu'ils font dedans et tout. Quand l'entreprise fonctionne, hein, quand c'est pas toxique. Mais les pages magasins sur Facebook, vous ne pouvez pas imaginer à quel point elles sont animées. Les gens, ils parlent de leur magasin, mais comme si c'était une famille, quoi. Mais dès que vous montez au niveau des sièges, là, c'est fini. Il y a une espèce de désincarnation de la personne et du message. Donc, la bonne mécanique, c'est quoi? C'est de se dire, en entreprise, comment je fais pour rentrer? Je veux vendre une solution IT à un patron de l'IT, comment je fais pour rentrer? La meilleure solution, c'est de le joindre, et pour le joindre, parce que souvent c'est compliqué, c'est de trouver quelqu'un qui le connaisse et qui aille lui dire, au fait, moi je pense que tu devrais rencontrer cette boîte parce que c'est des gens bien, ils ont une solution sympa. Mais qui peut mieux dire ça qu'un de ses collègues à lui, le patron de l'IT? Le patron de l'IT, comme collègue, il a quoi? Il a le DRH, il a le DIRCOM, il a le DIR marketing, il a le dirigeant, le DG, il a le patron de la logistique, le patron de... Bref, plein de patrons, ils se retrouvent tous dans un CODIR ou un COMEX. Eh bien, en fait, l'idée, c'est d'attaquer ces gens-là avec vos
patron transverse. C'est-à-dire, votre DRH va se débrouiller pour que le DRH de la société concernée le considère, lui, comme un gourou, soit pertinent quand il l'appelle. Et quand votre commercial a un problème pour rentrer en contact avec quelqu'un dans une entreprise, il va voir son DRH en disant « Tu connais le DRH de telle boîte ?» Il va dire « Oui, je l'ai en contact sur les réseaux sociaux. » Tu peux pas l'appeler en disant que je suis un mec un peu sympa et qu'on a des bons produits à l'occasion. Et là, si le DRH appelle son pote DRH et qu'entre eux, ils se discutent, ils s'entendent bien et tout, l'autre DRH va avoir aucun mal à aller voir le patron de l'IT en disant « Dis donc, tu travailles avec un tel ?» Non, parce que moi, on m'a dit beaucoup de bien d'eux, ça serait bien que tu les reçoives. Et il va prendre un petit trou. Et après, c'est le métier du commercial. Mais la porte va s'ouvrir et on va lui mettre la chaussure dans la porte pour qu'elle ne se referme pas. Après, le commercial, il a à faire son boulot. Et ça, comment le faire? J'avais expliqué une fois à un DRH comment le faire. Il me disait « Mais moi, je ne suis pas quelqu'un qui publie. Moi, je n'ai pas de compétences spécifiques. » On était à l'époque du changement de la réforme de la formation continue. Tous les 10 ans, elle change à peu près. Et je lui ai dit « Mais vous y comprenez quelque chose à la formation continue ?» Il fait « Non, personne n'y comprend rien, c'est n'importe quoi. » Je dis « Vous allez commencer à publier. Créez un groupe tout sur la formation continue. Vous allez en parler, vous allez être le seul à en parler, vous allez être un gourou pour vos pairs. » Quelques semaines plus tard, il avait agrégé une cinquantaine de personnes autour de ça, 50 DRH qui venaient lire, qui commentaient, qui disaient « C'est génial, merci, etc. » C'est pas lui qui faisait ça, hein. C'était son assistante, parce qu'il en avait une, qui concaténait l'information, qui la mettait en forme, lui il validait que ce soit pas un truc complètement délirant, et elle publiait sur des groupes, un groupe Facebook et un groupe LinkedIn, les deux fermés. De plus en plus de DRH sont venus, il y en a eu jusqu'à 300 ou 400, je crois, DRH agrégés, qui considéraient ce gars-là comme un gourou. Ouais. Donc à chaque fois que ce DRH appelait une des boîtes en question, le gars en face, à qui donnait de la valeur depuis des semaines et des mois, il l'écoutait avec attention. Ouais. Déjà parce que l'administrateur du groupe a pris la peine de m'appeler, moi, petit DRH, mais que... Waouh! Et pour me demander un service. Mais bien sûr, je vais lui rendre ce service, mais qui je suis pour ne pas lui rendre ce service? Et là, la mécanique s'est inversée. C'est le DRH qui arrive avec des listes de leads vis-à-vis du directeur commercial en disant, voilà, on pourrait agir là-dedans. Est-ce qu'il y a des boîtes qui t'intéressent? Le directeur commercial lui disait, oui, ça m'intéresse. Et tout ça s'est fait grâce aux réseaux sociaux. Uniquement grâce aux réseaux sociaux. Et ça, c'est cette méthode qu'on a mise en place avec Business Social Networking il y a des années et des années et des années. Et quand on essaie de la mettre en place, ça fonctionne toujours. Mais vous avez bien compris que ça nécessite de persuader des gens dont on parlait au début, qui sont des gens qui sont arrivés là parce qu'ils n'étaient pas franchement des gros innovateurs ou des gros early adopters, d'utiliser des outils qu'ils considèrent souvent comme étant le mal en entreprise pour pouvoir communiquer vers l'extérieur. Mais c'est aussi le rôle d'un gars qui est très important et qu'on oublie un peu dans l'entreprise, c'est le directeur communication. Le directeur communication doit maîtriser ces outils et doit les vendre comme étant des leviers. Et c'est là que les réseaux sociaux interviennent et que la puissance des réseaux sociaux interviennent. Donc LinkedIn maintenant, mais je peux vous dire qu'il y a 15 ans, c'était vraiment pas une évidence. Maintenant, plus de 22 millions de personnes inscrites sur LinkedIn à titre professionnel. L'effet de levier, il est monstrueux. Il y a quasiment personne ne publie du contenu. Et si vous voyez beaucoup de gens publier du contenu sur LinkedIn, c'est souvent les mêmes. Mais c'est une bulle. Vous êtes dans une bulle algorithmique qui fait que l'algorithme vous présente toujours les mêmes choses. Mais il y en a peut-être des très bons à côté. Tout le monde n'est pas Michel-Édouard Leclerc. Mais quand Michel-Édouard Leclerc prend la parole, il tue toute la parole du retail. Alors, il dit des grosses bêtises, il dit des grosses vérités. Moi, j'ai entendu beaucoup de patrons de retail dire « Oui, Michel-Édouard Leclerc, d'accord, mais enfin, il dit quand même beaucoup de conneries. » Oui, mais lui, il les dit. Et les autres sont inaudibles. Donc, mon premier message, c'est patron d'entreprise, communiquez, incarnez votre communication. Avec un peu de chance, vous serez le seul dans votre métier. Donc, vous allez être forcément écouté par tous les gens de votre vertical métier. Et ensuite, directeurs commerciaux, mettez en place cette mécanique au sein de votre entreprise. Faites avec le directeur de la com de chacun de vos directeurs métiers un gourou, un sachant, et qu'il le montre sur les réseaux sociaux. Ce que vous montrez sur les réseaux sociaux n'est en aucun cas ce que vous êtes. Donc, vous pouvez être une quiche en communication, vous pouvez ne pas savoir écrire, mais si vous avez un bon DIRCOM, derrière, avec un peu de ChatGPT, il va vous sortir des textes invraisemblables. Est-ce que là-dessus, j'ai été clair? Très clair. Merci, Patrick. Je vous en prie. Vous venez d'entendre Patrick Barabé, consultant et conférencier sur Data Driven 101. Merci d'avoir écouté. Si vous avez aimé et que vous voulez nous soutenir, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager. La semaine prochaine, je recevrai Nathaniel Ruiz, chercheur chez Google, pour nous parler de Generative AI. À très vite.